Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'une des grandes dames de la période andalouse autour du IIe siècle. Je vais parler de Hafsa Arrakounia, qui a été l'une des grandes figures de la cour de Grenade en Espagne musulmane. Elle a été une poétesse et sans l'avoir voulu, elle a été la cause de la disgrâce du vizir Abou Ja'far. Et de ce fait, elle a indirectement contribué au complot qui s'est tramé à l'encontre du roi de Grenade, soit Abou Saad Uthman, en 1163. Mais pour commencer, je vais faire un petit rappel. On sait que Hafsa Rakounia est née en 1135 à Grenade au sein d'une famille opulente berbère. On ne sait rien de son enfance. On ne sait pas davantage sur son adolescence. Par contre, on peut déduire de la qualité de sa poésie qu'elle a dû recevoir une éducation très poussée. Et là, on se rend compte qu'à cette époque-là, beaucoup de parents à Grenade, qui était une ville florissante d'Andalousie, beaucoup de parents se préoccupaient du raffinement de l'esprit de leurs filles. Et donc, ils leur apprenaient la poésie, la littérature et la musique. Hafsa rentre sur la scène politique vers 1154, quand le poète aristocrate de Grenade, Abou Ja'far ben Saïd, s'éprend d'elle et lui envoie une invitation sous forme de poème que je vous mets ici. J'ouvre une parenthèse. En général, c'est très classique à cette époque que les femmes rentrent dans l'histoire du moment qu'ils ont une relation avec un homme important ou un homme de la cour, un homme de la scène politique auquel les biographes s'intéressent. En tout cas, quand Abou Ja'far a envoyé son invitation à Hafsa, il avait toutes les raisons de croire que sa demande sera exaucée. D'abord par lui-même, c'est un poète reconnu, un excellent poète, en plus, il est le fils de Abd el-Malik, seigneur de Qal'at Yahsoub, connu également par Qal'at Bani Saïd, et qui se situe au nord-ouest de Grenade. Donc, en plus de sa poésie, il avait pour responsabilité de gérer les affaires publiques de son père. Mais Hafsa l'ignore, pour la simple raison qu'elle est engagée ou qu'elle a été engagée avec quelqu'un d'autre. Et elle n'est pas disponible, comme on peut le déduire de ce poème que voici. Intéressant ici de noter que Hafsa Rakounia ne correspond pas à l'image des femmes médiévales dans les sociétés musulmanes. On s'imagine, c'est des femmes dociles, des femmes pieuses, des femmes recluses, etc. Loin de là, Hafsa est connue pour son franc-parler. Elle est connue également pour la qualité de ses poèmes et pour ses satires mordantes. Donc elle avait de l'humour et elle ne se gênait pas pour l'utiliser. Et en plus, elle a mené sa vie comme elle le voulait. Elle avait une autonomie personnelle et certainement, elle a utilisé cette autonomie personnelle jusqu'à la fin de sa vie pour vivre sa vie comme il le voulait. On voit d'ailleurs qu'une partie de ses poèmes est un éloge à l'amour et à la sensualité. Quoi qu'il en soit, Abou Ja'far fait le constat que son invitation reste sans réponse. Il est tout simplement ignoré. Donc il décide d'envoyer une autre demande, une autre invitation, mettant sur un ton un peu larmoyant, un peu désespéré à Hafsa, cette fois-ci. En réponse, il reçoit une réprimande parce qu'il ne connaît pas les codes de l'amour. Ça ne se fait pas tout de même d'insister comme ça, et ça ne se fait pas comme non plus d'envoyer des invitations en jouant sur la corde de la compassion et
comment dire, de la compassion et puis un peu la méconnaissance des codes de l'amour de l'époque. Mais avec le temps, Hafsa et Abu Ja'far finissent par se rencontrer et par être ensemble. Leur relation dure une dizaine d'années, malgré quelques brouilles. Donc on voit également ici que la relation de Hafsa et de Abu Ja'far ne correspond pas aux normes de l'orthodoxie musulmane. Par exemple, l'orthodoxie, la loi islamique, elle voudrait que toutes les relations s'inscrivent dans un cadre de mariage, etc. En fait, rien de ça ne fonctionne avec Hafsa et Abu Ja'far. Ils sont deux amants, ils vivent leur vie au vu et au su de tous, et puis c'est tout à fait accepté. Non seulement ça, mais ils immortalisent leurs joutes sensuelles par des joutes poétiques qui, sans conteste, ont enrichi la littérature arabe. Mais déjà, à la rencontre de Hafsa et d'Abu Ja'far, en 1154, un changement politique important s'est produit à Grenade et qui aura des conséquences majeures pour les deux amants. La ville de Grenade est livrée aux Almohades, Almowahidoun. Et donc 2 ans plus tard, soit en 1156, Abu Saïd Uthman, qui était le fils du calife Abd al-Ma'moun, devient roi de Grenade, Malik. Comme l'autorité de ce dernier s'étendait à Tanger, Ceuta, Malaga et Algeciras, en plus de Grenade, comme on peut l'imaginer, il avait besoin d'embaucher des auxiliaires, des assistants. Suivant les recommandations des notables de Grenade, il a embauché Abu Ja'far pour remplir les fonctions de vizir. Parallèlement, le jeune roi, comme il aime s'entourer d'esprits brillants, de femmes et d'hommes de lettres et des sciences et des arts, il a décidé d'abriter dans sa cour tous les grands penseurs et penseuses de l'époque. Sans surprise, Hafsa Raconia fait partie de sa cour. Et c'est comme ça que, au départ, le roi de Grenade tombe amoureux de son génie poétique, mais petit à petit, il tombe amoureux d'elle également. Et donc, elle devient sa protégée. En 1158, Hafsa Raconia fait partie de la députation que le roi envoie auprès de son père, le calife Abd al-Ma'moun, à Ribat al-Fath, en face de Salé. L'histoire du Maroc est riche d'événements quand on connaît l'histoire. En tout cas, comme Hafsa a improvisé des vers qui ont su charmer le calife lors de la réception, ce dernier lui a offert la bourgade de Racouna. Ceci explique le patronyme de Hafsa Raconia. Ça vient de la bourgade de Raconia qui lui appartient. Ceci explique également que Hafsa Raconia a eu une autonomie financière pour le restant de sa vie, comme on peut l'imaginer. Au sommet de sa carrière, Hafsa Raconia commence à vivre dangereusement. C'est-à-dire, pour être plus explicite, elle continue à avoir sa relation avec Abu Ja'far et en plus, elle devient l'amante du roi. Ça va sans dire que cette relation à trois crée une tension très vive entre les deux hommes. Donc Abu Ja'far demande au roi de le libérer de ses fonctions. Il ne peut pas être vizir d'un homme qui est son rival et ils sont en train de se disputer pour le cœur d'une femme. Non seulement ça, il lui montre une hostilité franche et fait circuler des satires mordantes à son sujet.
Alors le roi de son côté, évidemment, comme on peut l'entendre, comme on peut l'imaginer, il a interdit le poète de sa cour, il fait de la pression sur Hafsa pour qu'elle rompe avec lui. La relation à trois, ça ne lui convient pas. Donc il veut une relation de couple avec Hafsa. Menacée, et de toute évidence, Hafsa n'arrive pas à faire le choix. Donc elle continue à être l'amante du roi et elle continue à avoir sa relation de longue durée avec Abu Ja'far. Ce qui met en danger la vie du poète déchu, qui est obligé de se cacher. Et c'est dans ces circonstances que les membres de famille d'Abu Ja'far parviennent à le convaincre de participer au renversement du pouvoir almohade à Grenade. Averti du complot, le roi arrête Abu Ja'far et le fait crucifier en 1163. Donc Hafsa est dévastée. Elle est très affectée par ce décès et porte les vêtements noirs du deuil pour marquer vraiment son deuil. Et elle reçoit des menaces de mort parce que ça ne se fait pas d'être endeuillée comme ça dans la cour du roi. Mais elle porte tout son chagrin et elle le montre à tout le monde. À partir d'ici, on n'a plus entendu parler de Hafsa. Elle a disparu de l'histoire pendant une vingtaine d'années. Les biographes, ils disent qu'elle a arrêté d'écrire de la poésie. Mais on peut se poser la question, parce que de toute façon, les historiens de l'époque, mais jusqu'à un certain degré de nos jours, ils ne s'intéressent aux femmes, à l'histoire des femmes, que si elles sont en relation avec des hommes puissants. C'est la fille d'eux, c'est l'épouse d'eux, c'est la conjointe d'eux, c'est l'amante d'eux, etc. Mais en général, les femmes, peu importe leur excellence, peu importe leur contribution à leur société, elles passent inaperçues ou elles sont ignorées, elles ne sont pas retenues par l'histoire officielle. Donc peut-être bien que Hafsa a continué à écrire des poèmes, mais ces poèmes ne sont pas parvenus à nous, à la postérité, pour la simple raison qu'elle s'est retirée de la cour du Malik de Grenade. C'est fort possible. En tout cas, sa biographie présente une lacune de 20 ans. Cependant, elle a ressurgi sur la scène politique, sur l'histoire du Maroc, sur la scène politique de l'histoire du Maroc, cette fois-ci en tant que professeur et professeur qualifié de l'une ou de l'un des meilleurs professeurs de son temps. Étant donné sa réputation, le calife Yaqub al-Mansour lui demande de prendre en charge l'éducation des princesses almohades dans le palais califat de Marrakech. Donc Hafsa a consacré le restant de sa vie à enseigner, à être la professeure dans la cour califale de Marrakech. Hafsa s'éteint en 1191 à l'âge de 56 ans à Marrakech. Qu'est-ce qu'on peut conclure ou déduire de la vie de Hafsa? D'abord, on se rend compte, quand on s'intéresse à l'histoire des femmes, qu'il y a eu des grandes dames dans l'histoire de l'Andalousie. Donc il y avait des femmes poètes, il y a Hafsa, il y a Walada, mais il y en a bien d'autres. Mais il y avait des femmes de lettres, il y avait également des femmes qui étaient les vraies reines derrière le pouvoir. Il y avait aussi des femmes qui ont été conseillères, qui conseillaient leur conjoint, le gouverneur, le roi, etc. Donc on voit une grande présence de femmes et de femmes brillantes qui ont su s'imposer, qui ont su laisser leur marque malgré les structures patriarcales. Cela a amené les chercheurs et les chercheuses. Est-ce que les femmes en Andalousie étaient plus libérées, étant donné l'épanouissement de la culture arabe à l'époque? Oui et non, c'est un peu mitigé, parce que
quand on regarde l'histoire des femmes ordinaires, dans ce sens-là, bon, ben, l'orthodoxie de l'islam, de la loi islamique, etc., s'applique à elles. Et elles vivaient dans les structures patriarcales très oppressantes. Et dans ce cas-là, on peut bien dire que la loi et la religion, ça s'applique au peuple seulement, parce que ces codes de comportement imposés par la loi islamique, etc., elles sont suspendues parmi les élites et certainement dans la cour des rois. Il y a une autre nuance à apporter à cette conclusion, c'est que quand on trouve des documents de divorce, de mariage dans la cour, dans des cours, mais également les registres des taxes, des impôts que les foyers payent, on s'est rendu compte que les femmes n'étaient pas aussi invisibles de la sphère publique qu'on voudrait le croire. Qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne correspondaient pas du tout aux normes, aux prescriptions de la loi islamique, de l'homme qui est le pourvoyeur de la famille, etc. Parce que le registre des taxes, des impôts, le mariage, etc., montre qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient les pourvoyeuses du foyer et que le conjoint n'était pas capable de subvenir aux besoins de toute la famille. Et c'est elles qui prenaient en charge cela. Donc on montrait des femmes qui ont été des grandes commerçantes, à tajirat. On s'est rendu compte aussi que tout ce qui est petit commerce, ce qu'on appelle les petits commerces, les petites tajirat, saghirat, c'est-à-dire les femmes qui vendent les produits de consommation courante, des œufs, du lait, de la farine, dans les souks, dans les marchés, c'était des femmes qui faisaient ça. Et donc, ils ramenaient de l'argent au foyer. On voyait également que beaucoup de femmes étaient des couturières. Elles faisaient aussi de la cuisine, des gâteaux pour les mariages, etc. Donc, elles étaient présentes dans la sphère publique et elles bravaient, elles défiaient finalement les structures patriarcales qui imposaient aux femmes un certain rôle très genré. Cela ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc voilà les conclusions pour les femmes andalouses à travers Hafsa. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube. D'autres vidéos suivront sur l'histoire des femmes, mais aussi l'histoire politique et sociale du Maroc récent. Merci pour votre intérêt.